Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir quelques notions sur les fonctions analytiques présentées dans le chapitre 4. Alors, premièrement, Quentin, fonction développable en série entière. Avant de donner la définition des fonctions analytiques et ses propriétés, et surtout le principe de prolongement analytique, on présente d'abord une série, bien les fonctions qui seront développables en série entière. Alors voilà la définition d'une fonction qui est développable en série entière. Si on se donne une fonction f complexe définie sur un voisinage z0 qui appartient à C, on dit que f est développable en série entière au point z0 s'il existe une série sigma de an zn, n supérieur ou égal à 0, qui a un rayon de convergence non nul et un voisinage, il existe un voisinage V de Z0 de Z0 dans C tel que sur V de Z0, f de Z elle est développable en puissance de Z moins Z0. C'est-à-dire cette série elle est convergente et sur le voisinage de Z0 et f de Z, la somme est égale, c'est la fonction qui est développable bien sûr, elle est égale sigma de n Z moins Z0. C'est-à-dire on peut écrire f de z comme une série entière en fonction en puissance de z moins z0. Donc, deux points sont essentiels. Contexte, une série est développable s'il existe une série de rayons de convergence R non nul. Et s'il existe un voisinage V de Z0, là où la fonction elle est développable en série entière, c'est tel que pour tout Z dans V de Z0, f de Z c'est sigma sur cette forme. On donne maintenant la définition, si vous voulez, les séries, le développement en série de Maclaurin ou bien le développement en série de Taylor. Même il y a une légère différence entre ces deux notions. En général, on peut les considérer l'une comme l'autre dans les fonctions complexes. Alors, soit f est une fonction complexe définie et indéfiniment dérivable dans un voisinage de 0, on appelle série de Maclaurin ou série de Taylor. À l'origine de f, la série entière, c'est sigma an zn, ou an c'est quoi? C'est la dérivée d'ordre n au point 0 factorielle n. Alors, contexte en général, on dit que le développement en série de Maclaurin, si on parle d'un développement au voisinage de 0 et de Taylor au voisinage d'un point z0 quelconque. Mais on va considérer les mêmes mentions ici, donc on va avoir même développement lorsque f elle est dit infiniment dérivable sur un voisinage de z0. Donc c'est cette fonction f de z égale fn de 0 sur factoriel n qui multiplie z à la puissance n. Alors voilà un théorème très important. Soit f est une fonction complexe définie dans un voisinage de 0 et admettons un développement en série entière à l'origine. Donc elle est définie dans un voisinage de 0 et admettons un développement numérique à l'origine, c'est-à-dire au voisinage de 0. Alors, il existe un voisinage de 0 sur lequel f est indéfiniment dérivable. Deuxièmement, le développement en série de f à l'origine est son développement de Maclaurin. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est lui. Voilà la preuve. Puisque f est développable en série entière à l'origine, alors il existe un R strictement positif. Alors ce R, c'est l'équivalent de l'existence d'un voisinage de 0. Que l'on note, c'est le disque de centre 0 et de rayon 1. Il existe R strictement positif. Il existe aussi une série entière d'après la définition qui admet un rayon de convergence non nul. Alors, on va prendre au moins égal à R, c'est-à-dire supérieur ou égal à R. Tel que le disque de centre 0 de rayon 1, c'est le voisinage, il est contenu dans le domaine de définition de f bien sûr, et que f de z il s'écrira sous cette forme sur ce disque. Donc f de z est égal à sigma de an zn, n supérieur ou égal à 0, quel que soit z appartient au voisinage de 0 que l'on note des 0,1. Donc, d'après le théorème présenté au chapitre 3 au point 7.3, on déduit que f il est indéfiniment dérivable sur le disque de convergence, en particulier sur le disque de centre 0 et de rayon R qui est inclus dans le disque de convergence parce que le rayon de convergence est supérieur ou égal à R. Alors, vous n'allez qu'à retourner au chapitre 3 pour voir ce corollaire. Et pourquoi on a utilisé ici.
Et on a quel que soit k, la dérivée d'ordre k de 0, c'est factoriel k qui multiplie à k. Et que f de z, elle est égale à cette somme, et cette somme, ou bien cette série, n'est que la série de Maclaurin. Ça veut dire f de z, elle est développable en série de Maclaurin. Le quatrième point, on donne ici quelques exemples en développant en série entière de quelques fonctions élémentaires. Tout d'abord, on commence par la fonction 1 sur 1 moins z, avec z différent de 0, de 1 plutôt. Alors, sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1, on a 1 sur 1 moins z, et le développable en série entière de cette forme. C'est z à la puissance n, n supérieur égale 0. Ce développement est déjà vu dans le chapitre 3. Et en remplaçant z par moins z, on obtient 1 sur 1 plus z est égal sigma lorsque n supérieur égale 0 de moins z à la puissance n, zn. Donc voilà deux développements en série entière de la fameuse fonction 1 sur 1 moins z et 1 sur 1 plus z qu'on l'utilise souvent dans ce module. On peut même généraliser ici, et je vous laisse le soin de faire chez vous ce résultat. Les calculs sont faciles pour trouver ce développement en série entière. Supposons, prenons un A appartenant à C étoile. Si le module de Z il est inférieur strictement au module de A, on a 1 sur A moins Z, elle est égale à sigma de 1 supérieur égal à 0 de 1 sur 1 à A à la puissance 1 plus 1, Z à la puissance n. Donc il suffit d'appliquer celle-là. On va le voir dans un autre exemple, à titre d'indication. Et une généralisation de celle-là, si on l'élève 1 moins z à la puissance p pour p appartient à 1 étoile, on obtient sigma de n moins p plus un facteur de n moins p plus 1 sur facteur de n qui multiplie le facteur de p moins 1 qui multiplie z à la puissance n sur a à la puissance n plus p. Donc ici, essayez de faire appel au produit de deux séries. Donc je vous laisse le soin de faire ces calculs pour trouver ce développement en série entière. En général, sur Z, on a la fonction exponentielle cosinus, sinus, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique sont développables en série entière. Et voilà leur développement en série entière. J'ai choisi ces fonctions parce qu'on va les utiliser lors du déroulement de l'enseignement de ce module. Maintenant, on passe le grand 2, c'est notre point essentiel, c'est les fonctions analytiques. On donne tout d'abord la définition d'une fonction analytique. On dit qu'une fonction complexe définie sur un ouvert non vide U de C est analytique dans U si elle est développable en série entière en deux points de U. Donc maintenant, puisqu'on connaît la définition, bien la notion d'une fonction qui est développable au voisinage d'un point Z0, alors on va élargir, prolonger cette définition pour chaque point de U. Dans ce cas, on obtient une fonction qui dit une fonction analytique sur U si elle est développable en deux points, en série entière, en deux points de U. Prenons un exemple, et cet exemple va vous servir à trouver cette forme. Oui. Alors voilà l'exemple, on prend Z, la fonction Z qui correspond à 1 sur Z, qui est analytique sur cette étoile. Pourquoi? Il est analytique sur cette étoile, ça veut dire qu'elle est développable en série entière en deux points de cette étoile. Alors si on prend un point A quelconque de cette étoile, et un voisinage de A, donc on prend le module de Z moins A inférieur au module de A, on a bien 1 sur Z est égal sigma de 1 supérieur égal à 0 moins 1 à la puissance n sur A à la puissance n plus 1 qui multiplie Z moins A à la puissance n. En effet, on va expliquer comment on a trouvé ce développement en série entière. Soit A quelconque qui appartient à cette étoile, et module de Z moins A inférieur à A, on a 1 sur Z, on peut l'écrire sous la forme 1 sur Z moins A plus A. On factorise au dénominateur par A, on obtient 1 sur Z moins A sur A plus 1. Alors si vous voulez, on va faire sortir 1 sur A en dehors comme facteur, 1 sur A facteur de 1 sur Z moins A sur A plus 1. Alors, elle est cette quantité, 1 sur Z moins A sur A plus 1, comme cette forme, celle-là, 1 sur 1 plus Z est égal. Donc, on va prendre grand Z, si vous voulez, ou le grand X, je ne sais pas quoi, c'est
Z moins A sur A. Or, le module de Z moins A sur A, il est inférieur strictement à 1. Pourquoi? Parce que le module de Z moins A, il est inférieur au module de A. Donc, on a le droit d'écrire ce développement de 1 sur Z moins A sur A plus 1 de la forme sigma pour 1 sup est égal à 0 de moins a à la puissance n, ce fameux Z moins A sur A, le taux à la puissance n. Or, cette quantité à la puissance n, c'est Z moins A à la puissance n sur A à la puissance n. Et en faisant entrer A à l'intérieur, on obtient ici A à la puissance n plus 1. Et voilà notre développement. On va admettre ce théorème qui va nous être étudié là de suite. Si une série entière sigma de A n z n a un rayon de convergence R strictement positif, sa somme F, là où elle converge, est analytique sur le disque de convergence D du centre 0 et de rayon R. On ne va pas le démontrer, on va l'admettre. On va donner une remarque et quelques notations. Alors, si U est un ouvert de C, on note A majuscule U de U, l'ensemble des fonctions analytiques sur U. Et H de U, l'ensemble des fonctions holomorphes sur U, c'est déjà cette notation, on l'a déjà vu au chapitre. Alors, d'après le théorème 1.3, on déduit que si F est analytique, c'est-à-dire le dernier théorème admis, le voilà. Si F est analytique sur U, alors elle est indéfiniment dérivable sur U, et que ses dérivés sont analytiques. Et par suite, on peut conclure que l'ensemble des fonctions analytiques sur U, elle est inclus dans l'ensemble holomorphe sur U. Ça veut dire que toute fonction analytique, elle est holomorphe sur le même ouvert. La question qui se pose, a-t-on l'inclusion inverse? Oui, il y a une inclusion inverse. On va le voir dans les prochains chapitres. Bien sûr, avec des propriétés. On va voir que l'ensemble des fonctions analytiques, c'est l'ensemble des fonctions holomorphes. Et surtout, je rappelle, c'est le fameux théorème de Morora qui a donné cette égalité. Cinquième point, c'est le dernier qui m'intéresse pour ce chapitre. Je le restreins le maximum et de donner les points essentiels qu'on va utiliser. On va donner le théorème de prolongement analytique. Voilà, ce théorème, soit oméga un domaine C, c'est-à-dire un ouvert connexe de C, et F analytique sur oméga, les assertions suivantes sont équivalentes. La première, F, elle est identique moins nulle sur oméga. La deuxième, il existe Z0 à partir oméga tel que la dérivée de n'importe quel ordre de Z0 est égale à 0. La troisième, l'ensemble des zéros de F, que l'on note ZF, c'est l'ensemble des Z qui appartient à C tel que F est égal à 0, elle possède un point d'accumulation. Alors, pour un point d'accumulation, cette notion, c'est déjà traité au chapitre 1. Mais je peux, si vous voulez le rappeler, si on a A inclus, ici on travaille dans C, et C elle est métrique, elle est topologique, elle est métrique. Alors dire que Z appartient à A, c'est un point d'accumulation, ou bien Z0 appartient à A, c'est un point d'accumulation. Si quel que soit V appartient à voisinage de Z0, quel que soit V à voisinage de Z0, V inter A, il est différent de 0. C'est-à-dire V inter, c'est pas assez, V inter A moins Z0, il est toujours différent. Ça veut dire, il existe toujours un point de rencontre de ce voisinage avec l'ensemble A sauf Z0. Je sais pas si je peux vous donner un exemple explicite, topologique. Prenons par exemple dans R, l'ensemble A est égal 1 sur n plus 1. N appartient à N. Alors, cet ensemble, on peut le schématiser, c'est le suivant. Alors, ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1 demi, 1 tiers, si vous voulez, 1 quart, etc. On remarque que tous les nombres de l'ensemble A s'accumulent vers 0. Donc, on peut dire ici que 0, c'est un point d'accumulation. Quel que soit un voisinage de 0, n'importe quel voisinage
que l'on prend ici, n'importe quel voisinage, peu importe. Alors, on va voir qu'il y a l'intersection de V avec A, sauf bien sûr 0, il contient toujours un élément de l'ensemble A. Il contient toujours un ensemble d'éléments A. Donc ici, on peut avoir un élément de A, ici, hein, qui vient juste à côté de 0. Autre définition qu'on a vue l'autre fois, au chapitre 1, c'est la définition séquentielle. C'est-à-dire, tout de suite, Zn d'éléments de A qui sont différents de Z0, ils convergent vers Z0. Alors, par exemple, voilà cette suite, 1 sur N, d'éléments de A, qui ne contient pas 0, cette suite, l'élément de cette suite ne contient pas 0, mais la limite de 1 sur N plus 1, c'est 0, donc 0 c'est un point d'accumulation. Donc, à titre de rappel pour la notion de point d'accumulation. Il y a aussi ce qu'on appelle point isolé, on va le voir tout à l'heure dans un exemple. Alors, l'implication I vers 2I, elle est triviale. Si elle est identiquement nulle, forcément, on a cette proposition est vraie toujours. Maintenant, on va montrer que 2i implique 3i, puis on montre 3i implique i pour boucler l'équivalence entre ces trois assertions. Alors, pour montrer que 2i implique 3i, on prend un R quelconque excitant positif, un petit R. Dans le disque Z0 dans rayon R, on a f de z est égal sigma de an z moins z0 à la puissance n supérieur est égal à 0. Parce que f, elle est développable, elle est analytique, donc elle est développable en série entière. Donc, il se développe en fonction des puissances de z moins z0 à la puissance n. Et cela pour tout z qui appartient à z0 R dans ce disque. Avec AN, c'est quoi? C'est la dérivée d'ordre n au point z0 sur facteur n qui est égal à 0 parce que f, la dérivée d'ordre n de z0 est égale à 0. Et cela quel que soit n. Donc quel que soit pour un R-sectant positif, donc quel que soit un R-sectant positif, le disque de centre z0 de rayon R moins z0 inter zf, il est différent de l'ensemble. Il existe des points d'intersection. Et voilà, c'est la définition de point d'accumulation. Ça veut dire Z0 est un point d'accumulation de ZF. Point d'accumulation de ZF. De ZF. Donc, on a bien montré que si on a l'existence d'un Z0 qui appartient à oméga t avec la dérivée d'ordre n au point Z0 pour n'importe quel ordre égal à 0, alors forcément cet ensemble possède un point d'accumulation. Ici, c'est Z0. Maintenant, on va montrer que le point 3 implique le point 1. Soit Z0, un point d'accumulation de ZF. Donc, voilà la deuxième définition séquentielle. Donc, il existe une suite Zn, n supérieur ou égal à 1. J'ai commencé par 1 pour ne pas, pour montrer ou bien justifier que Z0 n'est pas un élément de cette suite. Tel que limite de Zn est égale à Z0. Alors, comme quel que soit n dans n, quel que soit n supérieur ou égal à 1, Zn appartient à Zf, ça veut dire que ce sont des zéros de f, alors f de Zn est égal à 0. Et comme f elle est développable ici entière, alors elle est indéfiniment dérivable, donc elle est continue par passage à la limite, comme limite de Zn est égale à Z0, alors on va avoir f de Z0 par passage f de Z0 est égal à 0, d'où Z0 appartient à f. Maintenant, on a prouvé que Z0 appartient à f, donc c'est un 0. Et puisque c'est un 0, on va supposer que l'ordre de multiplicité de Z0 est K. Donc, on va écrire f de z est égal à z moins z0 à la puissance K qui multiplie g de z0 avec g de z0, il est différent de 0. Ça veut dire que AK, il est différent de 0. Car f de z, son développement en série entière, elle est étalée comme ça, en extension, avec le fait que A0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que f de z0 est égal à 0. f de z0 est égal à 0. Donc forcément A0 est égal à 0. Donc en principe, il reste f de z est égal à 1z moins z0 plus etc. Et comme f de zn est égal à zn moins z0, on évalue cette relation au point zn. On obtient f de zn est égal à zn moins z0 à la puissance k qui multiplie g de zn. Et quel que soit n
on a Zn supérieur ou égal à 1, bien sûr, on a Zn différent de Z0. Et comme f de Zn est égal à 0, pourquoi? Parce que Zn est un élément de l'ensemble des zéros de Zf. Voilà, Zn appartient à Zf. Et comme Zn différent de Z0, alors forcément G de Z0 est égal à 0. Et J, elle est continue. Par passage à la limite, on obtient G de Z0 est égal à 0. Ce qui est contradictoire. G de Z0 elle est différent de 0. Donc, quel que soit n, on va avoir AN est égal à 0. Quel que soit n supérieur est égal à 1. AN est égal à 0. Et puisque A0 est égal à 0, ça veut dire que tous les coefficients de la série sont nuls et par suite, la fonction f serait identiquement nulle. Voilà deux corollaires intéressants pour ce théorème. Le corollaire 1, soit oméga un domaine de C et f analytique sur oméga non identiquement nul. Alors, s'il est non identiquement nul, alors les zéros de f sont isolés. Qu'est-ce que ça veut dire isolé? Alors, un point isolé, je reviens à la définition de l'exemple de tout à l'heure. On a l'ensemble A, ici 1, ici 0, et c'est 1 demi. Donc, si vous voulez, ce point 1 demi, c'est un exemple. 1 demi, c'est un point isolé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire un point isolé? Un point isolé d'un ensemble, s'il existe un voisinage de ce point, tel que l'intersection de ce voisinage avec cet ensemble, il ne contient que ce point. Alors, prenons, puisqu'il existe un voisinage, je prends ici un voisinage, celui-là. Alors, ce voisinage, en rouge, intercepté avec tout l'ensemble A, et nous donne que le point 1 demi lui-même, puisque l'ensemble A contient 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. Donc, entre 1 demi et 1 tiers, il n'y a pas d'autres éléments de A. Donc, c'est un point isolé. Et 0, on a vu 0, c'est un point d'accumulation. Alors, si un point il est d'accumulation, alors il n'est pas isolé. Donc, si f est analytique sur oméga et non identiquement nul, alors les zéros de f sont obligatoirement isolés. Deuxième corollaire qui se montre facilement, si f et g sont deux fonctions analytiques sur un domaine oméga de C, et s'ils sont identiques au voisinage d'un point de oméga, alors ils sont identiques sur tout oméga. C'est un résultat qui est fort, qu'on ne trouve pas dans les fonctions réelles. Si f et g coïncident au voisinage d'un point Z0 qui appartient au domaine connexe oméga, alors f elle est identiquement g sur tout oméga. Je vais terminer ce chapitre par un exercice. Déterminer toutes les fonctions analytiques sur C satisfaisant f de 1 sur n est égal à moins 1 sur n carré, quel que soit n dont n est 1. Fonction analytique sur C. Le domaine ici, connexe, c'est tout entier. Alors, d'après la consigne de cet exercice, on entend bien qu'il existe de telles fonctions déterminées. Alors, supposons que f existe et que f elle est analytique. Et d'après les propriétés, bien les conditions, f de 1 sur n est égal à moins 1 sur n carré. Pour tout n appartient à n étoile. Alors, pour cela, posons g de z est égal à f de z plus z carré. Je vais utiliser ce corollaire. Alors, en posant g de z, c'est-à-dire une nouvelle fonction complexe, g de z est égal à f de z plus z carré, qui est aussi analytique, puisque f de z est analytique, z carré est analytique. Alors, on a G, elle est analytique. Ici, une analytique, elle se développe en série entière, en fonction de Z à la puissance N. Et à l'intérieur de Z à la puissance N, on a Z carré. Donc, en sommant le coefficient au Z carré, on obtient un développement en série entière de la fonction G. Donc, G, elle est analytique. Et comme G de 1 sur N, en remplaçant Z par 1 sur N, on obtient F de 1 sur N, qui est égal à moins 1 sur N carré, plus moins 1 sur N, moins 1 sur N, au carré, c'est 1 sur n au carré, donc on trouve qu'elle est égale à 0. Et comme g est continu, par passage à la limite, 1 sur n tend vers 0, on obtient g de 0 est égal à 0. De 0, c'est un 0 de g. Donc il appartient à zg. Donc 0 appartient
à Z, G. Qui n'est pas isolé. Pourquoi il n'est pas isolé? Parce que c'est un point d'accumulation. 0, c'est une limite de 1 sur n. Donc, c'est un point d'accumulation. Donc, il n'est pas isolé. Et par suite, d'après le corollaire 1, on déduit que G, elle est identiquement nulle. D'où f de Z est égal à moins Z0, quel que soit Z, appartient à C. Alors, il y en a des exemples, des exercices comme celui-là, où il n'y a pas de f, il n'existe pas une fonction analytique sur un domaine vérifiant certaines propriétés. Ici, il vérifie f de 1 sur L moins 1 sur L. Il y en a plusieurs. Même dans la série de TD que je vous ai envoyé, vous trouvez des types d'exercices de ce genre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on termine ce chapitre. Alors, le point intéressant ici, c'est le principe de prolongement analytique. Il est intéressant, on l'utilise souvent. De plus, les notions de fonctions analytiques et les fonctions développables en série entière. Alors, bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.